Bonjour. Nos trois thèmes, eau, milieu aquatique et aménagement du territoire, sont trois termes qui n'ont pas toujours été associés de façon cohérente pour assurer l'efficience d'un projet d'aménagement. Vous savez tous que pendant de nombreuses années, et même encore aujourd'hui malheureusement, des aménagements sans prendre en compte en amont les enjeux de l'eau ont été réalisés. On a souvent tiré les tuyaux simplement. De nombreuses zones humides ont été aménagées, une perte de 50% en 50 ans de ces zones humides, même si la compensation est en place depuis le 1992. L'eau était plutôt une contrainte. Donc on a quand même une montée en puissance de la nécessité de croiser en amont les politiques de gestion avec la politique de l'aménagement du territoire, d'où cette journée qui est consacrée à ce thème. On a l'exemple du zonage assainissement qui peut remettre en cause de certaines zones urbanisées. On a la création des SRADET, sur lequel on viendra, qui ont un rôle intégrateur et transversal, mais c'est un exercice délicat. Et de plus, des épisodes d'inondation de plus en plus fréquents qui interrogent systématiquement l'aménagement de nos territoires. Un habitant sur quatre est concerné par les débordements et 2 tiers des collectivités par les ruissellements. Donc, pour la gestion globale de l'eau qu'il faut mettre en œuvre, d'une contrainte d'aujourd'hui, cette gestion doit devenir un atout pour le territoire. C'est évident que l'eau potable est indispensable pour le développement de ce territoire, que ce soit pour les usages domestiques ou économiques, mais on prend en compte de plus en plus les milieux aquatiques, et vous êtes bien placé pour le savoir, car ils permettent de nombreux services à ce territoire. Donc la protection de la biodiversité, la lutte contre les inondations, la protection de la ressource en eau potable, la recherche sédimentaire des plages du littoral, la lutte contre les îlots de chaleur en ville. Donc c'est toute une série de services qui sont rendus et plus globalement, ça permet d'améliorer le cadre et la qualité de vie, la santé et l'attractivité du territoire avec des activités de loisirs. Malgré tout, donc, on constate que plusieurs facteurs aujourd'hui sont favorables pour changer de paradigme et répondre à ces enjeux qu'on vient d'évoquer. Une utilisation croissante des solutions fondées sur la nature, un rôle prédominant du niveau intercommunal avec de nombreuses compétences transférées, mais aussi un rôle de plus en plus important des bassins versants. Et plus globalement, une nécessité de lutter, de s'adapter au changement climatique et de préserver la biodiversité. Si on revient aux solutions fondées sur la nature, vous vous souvenez que l'aménagement du territoire, pendant de nombreuses années, a fait appel exclusivement aux techniques du génie civil. On a tiré des tuyaux, on a construit des digues, mais on a un mouvement de fond récent depuis les années 2000-2005, c'est le recours aux ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature ou SFN, dénommé aussi en anglais NBS. Je reprends la définition de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ce sont les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis globaux de la société comme la lutte contre les changements climatiques ou la gestion des risques naturels. Et d'ailleurs, l'UICN que je viens de citer est en train de développer un standard international sur ce sujet. La gestion de l'eau est très concernée par ces SFN, ces solutions fondées sur la nature. La gestion des eaux pluviales, on fait de plus en plus appel aux techniques, et depuis une vingtaine d'années aux techniques alternatives aux tuyaux, ce qui permet d'associer tous les acteurs et tous les services concernés et en entraînant ainsi un décloisonnement de ces services. On a par un autre exemple le projet de territoire pour la gestion quantitative de l'eau, qui doit être co-construit avec tous les acteurs. Si on regarde l'instruction gouvernementale du 7 mai 2019, il souligne qu'il est primordial de considérer les solutions fondées sur la nature. On a de la même façon la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte qui propose de laisser libre cours au mouvement naturel. Et vous connaissez tous la nouvelle lutte contre les îlots de chaleur en ville avec la place de la nature et de l'eau. Donc, ces SFN ont été confortés par la prise de la compétence GEMAPI. C'est vrai que dans une première phase, on s'est surtout focalisé sur la protection des inondations et sur leurs ouvrages, mais c'est vrai que l'État aussi avait comme objectif de couvrir le territoire d'une collectivité compétente et responsable en ce domaine. Par contre, peu à peu, on s'est aperçu quand même que la GEMA est une compétence à part entière, et de nombreux textes y font référence, et aujourd'hui, il n'y a plus de vision dichotomique. La SFN conjuguant l'API avec la gestion des milieux aquatiques est beaucoup plus efficiente et même on donne désormais largement une priorité à la gestion des milieux aquatiques. Donc on a une évolution des techniques, mais c'est intéressant de la croiser avec l'évolution de la gouvernance.
les compétences eau potable, assainissement, eau pluviale, urbaine, sont transférées aux EPCI à fiscalité propre. Bon, pour l'eau et l'assainissement, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2020. Pour les communautés d'agglomération, au plus tard le 1er janvier 2026 pour les communautés de communes, même s'il y a une possibilité due à la loi du 27 décembre 2019 de redéléguer les services ou les investissements aux communes. On a aussi une compétence eau pluviale urbaine, qui enfin est devenue une compétence à part entière avec la loi du 3 août 2018, donc qui n'est plus rattachée systématiquement à l'assainissement. On peut la rattacher aussi à la GEMAPI ou à d'autres compétences dans le cadre d'une même structure. Elle est obligatoire toujours pour les agglomérations depuis le 1er janvier, mais elle est seulement facultative pour les communautés de communes. Enfin, la compétence GEMAPI, depuis le 1er janvier 2018, avec la création des fameuses EPAGE au nom évocateurs, puisque ce sont des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, et l'évolution des EPTB. Donc c'est vrai que la GEMAPI a un impact en plus sur les autres compétences. Et là, il y a une enquête de la DCF qui a été menée début 2020. La GEMAPI s'organise et se met en œuvre avec les différents services de l'intercommunalité et avec les acteurs du territoire. Et on constate les tendances suivantes dans cette enquête. Il faut ajouter un prisme GEMAPI au projet d'aménagement, donc c'est bon signe. Il faut connecter l'action GEMAPI avec la politique foncière, on verra aussi que c'est important. Il faut élaborer une stratégie de gestion des eaux pluviales en cohérence avec l'action GEMAPI. Donc tout ça va dans le bon sens. Alors c'est vrai que la compétence GEMAPI affectée aux EPCI est parfois laissée en partie ou en totalité, ça dépend des situations locales, à ce niveau de l'EPCI, et un certain nombre de PCI souhaitent la garder pour articuler la protection des inondations avec les politiques d'aménagement du territoire, ce qui rejoint notre préoccupation. Par contre, si on a un transfert, on a quand même intérêt à coupler la GEMAPI avec les eaux pluviales urbaines, avec recours aux solutions fondées sur la nature pour lutter contre les inondations par débordement et par ruissellement, qui sont deux compétences différentes. De la même façon, on a nécessité d'assurer une cohérence dans le périmètre EPCI bassin versant, hein, puisque l'EPCI donc est plus sur l'aménagement, le bassin versant plus sur la gestion de l'eau. Et une des réponses à cette cohérence, c'est bien les PLU intercommunaux. En effet, le fait qu'on ait un PLU intercommunal rapproche et favorise l'articulation des compétences avec les structures du bassin versant. Une vague massive d'approbation en cours de 2019, mais même au début de 2020, a été constatée par la DCF. Déjà, fin 2018, on avait 50% des EPCI qui avaient transféré leurs compétences PLU à l'EPCI. Et là, on aura certainement plus des 2/3, sinon les 3/4, d'ici la fin de l'année, dans la mesure où la loi Allure dit si les communautés de communes et d'agglomération ne sont pas compétentes au 31 décembre 2020, elles le deviendront de plein droit au 1er janvier 2021, donc à la fin de l'année, sauf opposition momentanée qui est possible. Donc si on constate que ce transfert des compétences aux EPCI à travers la loi, les lois différentes, c'est aussi, et c'est justement par rapport à un besoin de mise en transversalité qu'on évoque depuis tout à l'heure. C'est bien donc l'intercommunalité qui doit assurer l'intégration des enjeux du petit et du grand cycle de l'eau en lien avec les autres structures, dans les autres politiques locales et en particulier dans les documents d'urbanisme dans la charge, notamment le PLUI. C'est ce que constate l'enquête également. Une transversalité qui quand même oblige à un changement de posture. Il faut répondre aux enjeux de l'eau et du milieu aquatique en s'appuyant à la fois sur les solutions fondées sur la nature et cette nouvelle gouvernance. Il faut pour cela décloisonner les services de collectivité, encourager et structurer le dialogue entre les professions aux cultures spécifiques, ce qui n'est pas simple. On a un ingénieur hydrologue, en même temps un écologue, un urbaniste, un architecte. Donc il faut pouvoir encourager ce dialogue. Mais aussi organiser une gouvernance politique qui développe une culture commune autour de la gestion d'eau, des milieux humides et de l'aménagement. Mais la traduction réglementaire dans les documents d'urbanisme par rapport à tout ça s'avère complexe et c'est bien l'objet de cette journée. Quels sont les outils et retours d'expérience pour concilier la gestion de l'eau et l'aménagement du territoire? Quels outils pour mettre en œuvre une politique
foncière adaptée. Et dans cette matinée, nous verrons plus particulièrement l'approche intégrée de l'eau et des milieux aquatiques dans les documents de planification, le SDAGE, le SAGE, le SRADET, le SCOT, le PLU. Donc on a beaucoup de présentations au cours de la journée, donc sans plus tarder, je vais passer la parole au premier intervenant, Sylvain Daillé, chef du pôle urbanisme et planification à la DTT des Alpes et Hauts-de-Provence. Il va rappeler le contexte réglementaire et les points prioritaires que prennent en compte les DTT.